Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Toulouse, la ville rose, lieu de départ d'un cours d'eau artificiel qui est exceptionnel. Il relie la Garonne à la Méditerranée depuis le XVIIe siècle et il a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il s'agit du canal du Midi. Je vous propose qu'on longe ensemble ces 241 km de Toulouse jusqu'à la ville de Sète en passant entre autres par Castelnaudary et Carcassonne. Je vais tenter de savoir pourquoi ce canal est si spécial. En me promenant au fil de l'eau, j'irai à la rencontre de ceux qui vivent ici et qui se battent pour conserver son âme. Je vous embarque tout de suite pour vos nouvelles échappées belles au cœur de l'histoire et de la vie du canal du Midi. Le canal du Midi est une invitation au voyage. Bonnes vacances, à bientôt. Attends, comment je freine? Comment Marche arrière. Voyage dans l'histoire. Ici, l'an 1665, Pierre-Paul Riquet s'empare des eaux de la montagne Noire et résout le grand problème de la jonction des deux mers. Donc là, tu vois, on est assis sur un barrage qui a près de 400 ans. Dans une France méconnue, Les gens ont envie de découvrir ces paysages qui ne sont pas encore touchés par le tourisme de masse. C'est vrai que la montagne noire, c'est un peu le bout du bout, quoi. Les gens se disent bonjour avec le sourire. est fier de ses traditions. Je te présente ce petit gars qui est sur le canal Bonjour, du Midi Philippe. et qui voudrait connaître les secrets de la fabrication du cassoulet. Une entrecôte, François, s'il te plaît, un steak haché. Pour nous, c'est notre Tour de France, c'est notre Coupe du monde de football. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on partage avec tout le monde. De Toulouse à la Méditerranée, On m'a dit qu'il fallait absolument que je goûte les huîtres de l'étang de Thau. embarquement immédiat. C'est incroyable tout ce que Riquet a imaginé à son époque. Et que 350 ans après, ça fonctionne encore. Christiane! Hello. C'est toi qui viens faire un bout de chemin avec moi? Oui! Bienvenue à bord. Merci à tous les deux. J'ai le droit de monter alors. Mais bien sûr. Philippe. Bonjour Philippe, moi c'est Tiga. Et enchantée donc de te rencontrer, on s'est eu au téléphone. Et voilà, je suis contente de te rencontrer moi aussi. Tu fais bateau-taxi Pas vraiment, non. Ce bateau, c'est mon logement, c'est mon chez-moi. Je navigue avec. Et quand il y a des gens qui ont envie de faire un petit bout de chemin avec moi, ou un plus grand d'ailleurs, eh bien, ils me demandent et je les prends en route, comme tu as fait. J'imagine que le canal du Midi n'a aucun secret pour vous. Alors là, c'est beaucoup dire, parce Ouais. que j'ai beau naviguer depuis 31 ans sur le canal du Midi, il est tellement riche, il y a tellement de choses différentes. Et puis, je ne sais pas si ça vient de moi, mais je crois que je refuse quelque part de le connaître par cœur pour avoir des surprises chaque fois. Voilà. Encore et encore. Ouais, encore et encore. Ah, est-ce que je peux vous aider pour ce petit bout de voyage? Moi, je vais à la cale du Radoub. Oui, eh ben, on va te déposer en passant, voilà. Hein, ça sera sur notre chemin. Merci à tous Très les bien. deux. Vite, 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 vite. Vite, Philippe, vite. En route pour le canal du Midi. Philippe, tu me donneras les distances? Donc là, qu'est-ce que tu fais, Christiane? Alors, il y a un ponton qui est un ponton d'attente pour l'écluse, parce qu'on se prépare à passer l'écluse. Avant, quand j'arrivais, je donnais de la trompe, comme ça. Et l'éclusier savait que T'entendais? j'arrivais, donc il préparait l'écluse. J'avançais et on se rencontrait, on buvait le café, on discutait un peu, on se donnait des nouvelles de ci, de là. Et c'était très sympathique. Aujourd'hui, tout est automatisé. Tout est automatisé, sauf les écluses qui sont doubles, justement, ou triples. Le feu est passé au vert, ça veut dire que le bassin est prêt, qu'on peut rentrer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un éclusier. Donc c'est lui qui nous ouvre les portes. Autrement, on aurait été obligé de faire descendre quelqu'un qui aille actionner la chose, puisque l'écluse est automatique normalement. C'est celui qui est habillé en bleu, là? C'est celui qui est habillé en bleu, oui. Il s'appelle Amael. Amael. Voilà. Il est souriant, Amael. Il est souriant, il est toujours content. Je te laisse faire la mare? Pas de soucis. J'aime bien. Salut Chris.
Là, je suis un peu loin. Si jamais je suis là. Hop. Oh, parfait. Voilà. Salut Amaël. Salut Chris. Contente de te trouver là. Ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. C'est tellement rare maintenant de trouver un éclusier dans une écluse Quand il y en a, que faut en ça fait profiter. vraiment plaisir. Ouais. Et puis En plus, c'est toi. Tu es jeune. Moi, je m'attendais à ce que c'est plutôt un vieux métier, éclusier. Eh ben non, j'ai été embauché il y a 3 ans, donc j'ai eu cette chance. Oui. Et puis j'ai 31 ans, je profite de ce cadre tous les jours. Alors, comment on devient éclusier? J'ai commencé par faire un BTS paysagiste. Oui. Ensuite, je suis allé faire une formation en restauration du patrimoine. Et donc ça me paraissait logique en fait d'atterrir sur le canal du Midi, puisque ça lie à la fois paysage et patrimoine, la pierre ancienne. Et si je peux m'en mêler, on voit vraiment qu'il a fait des études de paysagiste parce qu'il arrange toutes les écluses dans lesquelles il va travailler, comme il ne travaille pas toujours sur celle-ci. Bon, ça prend du temps, mais c'est un plaisir. Combien de temps il faut alors pour qu'on redescende? Ça peut aller assez vite, de l'ordre de 10 minutes à 15 minutes, en fonction de l'ouverture de mes vannes en aval. C'est parti, je commence la descente. D'accord. Tout au long de ces 240 km, le canal du Midi offre au regard une mosaïque de paysages et toute une galerie de portraits. Comme Robert, descendu de ses montagnes cévenoles pour l'amour d'un bateau. Ou Ruud, le marinier hollandais qui cultive son image de vieux loup de mer. Et Joël, l'éclusier sculpteur. Bonjour. Des histoires différentes avec en commun une même passion pour le canal du Midi. Dans le port de Capestan, Bienvenue à bord. Bienvenue. Je prends les amarres devant. le bateau de bois de Robert Mornay ne ressemble à aucun autre. Et pour cause, il s'agit de l'unique exemplaire d'une barque de poste. Une embarcation destinée au transport de passagers telles qu'elles existaient au XVIIe siècle. Robert l'a construite dans son village de montagne des Cévennes et depuis, il ne la quitte quasiment plus. Je suis tombé amoureux de cette barque de poste comme tu peux tomber amoureux d'une femme. À bientôt, Robert. À bientôt. Hello, ça va? La barque de poste est l'ancêtre du TER. Ça veut dire que les gens utilisaient le bateau pour se déplacer, non pas pour être en croisière, parce que c'était beaucoup plus sécurisant que la diligence. On attaquait les diligences, mais pas les barques. Robert aime raconter les histoires du canal, celles d'hier et d'aujourd'hui. Comme d'autres racontent des histoires de mer ou d'aventure. Je préfère être marin d'eau douce. Le canal, il inspire une sérénité, il inspire un territoire avec une histoire. Tu vois, si tu vas de ce côté ou si tu vas de l'autre côté là, il y a un territoire, il y a des gens qui vivent. Et le lien, c'est le canal. S'il est un personnage incontournable de la vie d'un canal, c'est bien l'éclusier. On compte 63 ouvrages de ce type entre Toulouse et l'étang de Thau. Et l'une des plus emblématiques est incontestablement celle de l'Aiguille, où officie Joël Barthès depuis près de 30 ans. Moi j'ai commencé à travailler au canal en 82. Quand on manœuvrait avec la manivelle, ça faisait beaucoup de kilomètres et beaucoup de criques à lever. Les éclusiers, ils avaient des bras comme ça et ils avaient le ventre plat. Maintenant, c'est le contraire. Ils ont des petits bras et un gros ventre. Mais Joël n'est pas un éclusier comme les autres. Il est aussi un sculpteur prolifique. Son écluse est aujourd'hui un véritable petit musée d'œuvres loufoques, issus de matériaux de récupération. Et les jours où je travaille, que j'écluse des bateaux, dans ma tête, j'ai toujours des sculptures qui tournent en rond. Et puis il me tarde d'être de repos pour aller le mettre en pratique, quoi. Et quand il n'a pas de bateau à écluser,
Joël se réfugie dans son atelier. Voilà, ça c'est ce que je récupère dans les vides-greniers. Des pinces, des vieux sécateurs, tout rouillé. Ça vaut plus rien, mais pour moi, ça vaut beaucoup. Des trucs comme ça aussi, c'est des hachoirs à viande manuels. Ça, je fais la bouche, je rajoute des dents ici. Je fais des cheveux, là. Ça me fait la tête d'un personnage. Joël aimerait vivre éternellement entre ses sculptures et son écluse. Un peu à la manière du Grand Georges, le chanteur sétois qui vivait si heureux au pied de son arbre. Georges Brassens, je crois que c'est une des premières que j'ai faites en métal. Je ne savais pas encore bien souder, mais Georges Brassens, j'ai toujours aimé. Et lui, il ne voulait pas emmerder les autres, mais il ne voulait pas qu'on l'emmerde non plus. Voilà, je suis comme lui. Le Sommail, un village de cartes postales. C'est ici que vit Roud. Avec sa barbe blanche, sa casquette et sa pipe, il ne passe pas inaperçu. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Merci, très bien, et vous-même, hein? Il fait beau aujourd'hui. Ah oui, allez, on y va. On va faire un petit tour. Ouais. Malgré ses airs de capitaine au long cours, Roud ne s'éloigne jamais beaucoup du Sommail, ce village né en même temps que le canal. Pas de quoi nourrir un complexe vis-à-vis de ses confrères marins d'eau salée. Là, c'est ma maison. C'est ici que je vis. J'ai été élevé sur l'eau. Mon père était propriétaire de 5 péniches aux Pays-Bas. Et à 16 ans, j'ai dû partir seul avec un bateau de 31 mètres de long parce que le capitaine était malade. Je connais des marins néerlandais qui naviguent sur toutes les mers du monde. Et quand ils arrivent ici, sur le canal du Midi, ils sont un peu perdus. Car il faut savoir naviguer sur peu d'espace. Pas de Cap Horn pour Captain Roud. Sa traversée se limite au franchissement du pont-canal de Cesse et de l'épanchoir des Patias. Et Roud ne tarit pas d'éloges pour Pierre-Paul Riquet, le créateur du canal du Midi. C'est incroyable tout ce que Riquet a imaginé à son époque. Et que 350 ans après, ça fonctionne encore. Tiga, je te propose de venir voir un peu l'intérieur de là où je vis. Visiter ta maison, avec plaisir. C'est ma maison, mais voilà, avec plaisir, je t'accueille. Donc là, on était sur ta terrasse. Voilà. Je passe la première. Je t'en prie. Tu vois, c'est simplement aménagé. Un salon, un espace salle à manger. Voilà. Une cuisine. Un coin cuisine qui est assez grand parce que moi, je cuisine beaucoup. Ça sent les épices dans ta cuisine. Et puis là, une petite salle de bain, voilà. Oh non, elle est grande. Pourquoi ce choix de vivre sur une péniche? Alors, moi, j'ai toujours été nomade dans ma tête. Petite fille, d'ailleurs, je rêvais que des bohémiens m'enlèvent. Ils ne l'ont pas fait, voilà. Mais après, j'ai vécu une vie où je déménageais très souvent, je changeais d'endroit, j'avais besoin de voyager, de bouger. Ouais. Et puis, un jour, je suis arrivée à Toulouse, j'ai vu les péniches et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il te faut. Parce que là, si je veux partir, ben, je mets mon moteur, j'enlève mes amarres et j'ai tout avec moi. C'était pour moi le moyen idéal de vie. Moi, mon but pendant ce voyage, c'est de rejoindre Sète en partant d'ici, de Toulouse. Oui. Est-ce que tu peux me montrer peut-être sur une carte mon parcours? Ah oui, oui, bien sûr. Parce que même si je le fais toutes les années, j'ai toujours besoin d'une carte, moi. Tu gardes des cartes avec toi? Je garde les cartes avec moi. Viens, je vais te faire voir. Alors là, tu as une carte de tout le tracé du canal, avec toutes les villes où on passe. Tu vois, là, on part de Toulouse. Oui. Ensuite, on passe à Castelnaudary, qui n'est pas vraiment une grande ville, mais qui est une très belle étape. Et c'est la ville du cassoulet. C'est la ville du cassoulet, ah, voilà. Ouais, il y a même la fête du cassoulet en mois d'août. Ensuite, on arrive à Carcassonne. De Carcassonne, on arrive à Béziers. De Béziers, on arrive aux Onglouz, qui est l'entrée du bassin de Thau.
qu'on longe, et à Sète. Moi, j'adore Sète. Il y a une culture vraiment très développée, théâtre, musique, danse. C'est vraiment un port de pêche très agréable. Ça me fait rêver tout ça. Merci Christiane pour cette belle introduction pour mon voyage au cœur du canal du Midi. Eh ben, il faut que le rêve devienne réalité maintenant. Philippe, toujours efficace. Toi, t'es déjà... Comment t'as fait d'ailleurs? Oh, ça va. Oh. Ouais, tu veux un coup de main? Non, je crois que ça va sautes? aller. Ah. Allez. Hop. Merci. Allez. À plus tard. À plus tard, à la prochaine. Oui, bon voyage. Et bonne chance pour tout. Ouais, toi aussi. Salut. Allez, bye. Et coucou. Thomas. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, ce pique-nique des chefs, qu'est-ce que c'est? Écoute, c'est un beau moment, t'as vu? Oui. Mais c'est surtout le moyen parfait de sensibiliser les gens sur la cause du canal Midi. Je sais pas si tu sais, mais il y a beaucoup de platanes autour du canal du Midi qui a une maladie qui s'appelle le chancre coloré. Et on n'a pas trouvé le vaccin encore et on est obligé de les abattre. Donc voilà. D'accord, c'est terrible. C'est terrible et c'est pas encore assez connu chez nous. Et là, on s'est dit, quoi de mieux que d'inviter tout le milieu de la gastronomie pour faire venir les gens autour d'un moment très convivial. Qui sont ces chefs qui ont participé à l'élaboration de ce pique-nique? Écoute, c'est que des grands chefs de la région. Ouais. Des chefs qui sont très actifs en plus dans notre ville. Ils sont tous là, on leur fait un coucou. Hey, salut! Ça me donne faim tout ça. Mais tu sais, je te propose un truc, c'est qu'on prenne nos petits paniers et qu'on aille déguster ça. Ah bah voilà, c'est parfait. Allez, c'est parti. Donc c'est ça? Ouais. Je prends le mien? Allez, vas-y. Ça te dit qu'on se mette là? Ouais. Allez. Oh, c'est chouette, hein. Il y a tout. Hein. Ah oui, on a tout prévu, t'as vu? Il y a même les chips d'apéritif. C'est ça, pour grignoter à l'apéritif. Et ça fait combien d'années que ça existe? Le pique-nique? Ce pique-nique? C'est la première année. Ah, c'est la première édition. C'est la première année et le but, si tu veux, c'est de se dire tous les ans, on va essayer de le faire et on va le faire dans des villes qui parcourent le long du le canal du Midi. Et le but, c'est d'aller dans plein d'endroits parce que tout le long du canal du Midi, tu as des endroits qui sont merveilleux. Oui. Jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Quel beau voyage. Ah, mais je te conseille de le faire. Je suis là pour ça, crois-moi. Parfait. Mais ce que je te propose, c'est qu'on mange un morceau et après je te fais visiter un peu tout. Tu vas voir, tu vas adorer. Et j'adore ça. Et j'espère. Je savais, hein, je le savais. Les asperges, j'adore. Donc voilà la cale. C'est la cale du Radoub. C'est la cale du Radoub. Donc tu vois, c'est immense. Ça fait 30 mètres de long. Oui. Et donc tu vois, on entrepose les bateaux ici pour réparation. D'accord. Vérification. Et si tu regardes bien, toutes les arches en bois là, tu vois, les bois sont croisés. Oui. Et ça, si tu le retournes, ça fait une coque de bateau à l'envers. Oui, c'est une super belle architecture. Et comment ça fonctionne alors? Alors écoute, c'est tout simple. En fait, on ouvre la cale. Oui. Donc ça se remplit d'eau. Le bateau vient se positionner. Et là, on vide l'eau. Et c'est un aqueduc qui ramène toute l'eau dans la Garonne. Et donc à partir de là, une fois que c'est sec, il commence à travailler. C'est un système fabuleux. C'est fabuleux. C'est vraiment l'atelier du canal du Midi ici. Ce que je te propose maintenant, c'est de te montrer les platanes. Oui. Et tu vas comprendre pourquoi on se bat pour cette cause. Tout le long du canal du Midi, tu as des platanes, même quand tu es sur la route là, pour aller à la mer par exemple, tu vois tout le long. Magnifique. Faut pas oublier que c'est le canal du Midi, c'est classé à l'UNESCO. Et jusqu'à maintenant, le chancre coloré était plutôt vers Narbonne, Carcassonne, mais aujourd'hui on l'a même à Toulouse, sur Castanet, qui est pas très loin de Toulouse. Ah oui. Tu as déjà des platanes qu'on est en train d'abattre.
On a déjà abattu plus de 8100 arbres et on est en train d'en replanter. En revanche, c'est triste. Hein. C'est vraiment triste, mais en revanche, comme on plante, on essaye de refaire aussi tous les bords du canal en même temps. D'accord. Donc quelque part, ça va profiter aussi à l'amélioration, mais c'est un travail qui va durer des années, des dizaines d'années. J'espère que tu comprends mieux pourquoi on se bat aujourd'hui. Je respecte complètement. Merci. Et toi, bonne balade. Bonjour. Bonjour. Ah, pardon. Excusez-moi de vous déranger. Je viens d'arriver à Montferrand et je me demande où est le seuil de Naurouse. Devant vous. C'est tout ça, le seuil de Naurouse? C'est tout ça, le seuil de Naurouse. En fait, c'est un système d'alimentation en eau du canal du Midi. Ah, donc c'est gigantesque. Moi, j'ai lu que c'était le point culminant du canal du Midi. On est ici à 189 mètres, au point le plus haut du canal. Wow. Et là, vous avez l'arrivée d'eau qui est collectée dans la montagne Noire pour la distribuer au canal du Midi. Et bien voilà, là on va atteindre vraiment le point de partage des eaux. Il est symbolisé là par ce petit ouvrage. Et c'est là que toute l'eau qui a été collectée dans la montagne Noire va être distribuée. Donc la Méditerranée est à gauche et l'océan à droite. Et les deux écluses connexes portent ces noms-là. Océan, Méditerranée. C'est très impressionnant d'être là, Annie, parce que le seuil de Naurouse, c'est l'origine du canal du Midi. C'est vrai, et c'est un peu comme le principe de la fontaine de Champagne. On alimente par le point le plus haut, donc le verre d'en haut, et par cascade, on va avoir de l'eau dans tous les autres verres. Et bien pour les écluses, c'est pareil, on alimente le partage des eaux, donc le seuil de Naurouse, et à chaque fois qu'on ouvrira une porte éclusière, et bien on aura de l'eau qui redescendra dans le biais suivant, et ce jusqu'à l'océan via la Garonne et la Méditerranée via le canal puis l'étang de Thau. Annie, il était temps que je te rencontre. Tu es ma chance du jour parce que j'avais pas encore bien compris comment fonctionnait le canal du Midi. Je te remercie infiniment. Bravo. Merci beaucoup. T'es une super prof. Le canal du Midi, ou canal royal en Languedoc, comme on le nommait au XVIIe siècle, fut le plus grand chantier au monde à cette époque. Cette œuvre magistrale, on la doit à Pierre-Paul Riquet, un notable né à Béziers en 1609 et qui deviendra collecteur de la gabelle, l'impôt sur le sel pour le compte de Louis XIV. Et c'est aux portes de Toulouse, dans le vieux château de Bon-Repos-Riquet, qu'il va concevoir ce vieux rêve déjà imaginé par les Romains de relier les deux mers par une voie navigable et ainsi faciliter le transport de marchandises. Riquet voit dans ce canal une opportunité pour développer ses propres affaires, comme l'affirme Monique Dolin-Dufresnel, sa biographe, elle-même descendante de Pierre-Paul Riquet. Le projet de canal du Midi de Riquet vient à point nommé pour essayer de développer le commerce, non seulement du sel, mais le commerce en général du Languedoc, puisqu'il existait une seule voie de transport de marchandises, qui était ce qu'on appelait le chemin de la Poste entre Toulouse et la Méditerranée. Et Riquet a voulu construire ce canal pour pouvoir acheminer des matériaux pondéreux, dont surtout le sel, qui était l'essentiel de son activité. Pierre-Paul Riquet doit alors convaincre Louis XIV et Colbert, son ministre des Finances, qu'un canal entre les deux mers est désormais possible. Il affirme en effet avoir trouvé la solution pour alimenter ce canal en eau. Ce sera dans la montagne Noire, riche en ruisseaux et rivières, que Riquet parcourt depuis des années. Les projets antérieurs à Riquet n'ont jamais trouvé la solution de l'alimentation en eau du canal à construire. Et donc les projets sont restés dans les cartons. Et Riquet apporte, par sa connaissance qu'il a du milieu
de la montagne noire en particulier, où seront trouvées les ressources en eau nécessaires à l'alimentation du canal. Et Riquet va le vendre parfaitement auprès de Colbert. Convaincu, Louis XIV donne son accord et en janvier 1667, Riquet entreprend ses travaux d'Hercule par l'édification du barrage de Saint-Ferréol, le plus grand d'Europe à cette époque. C'est ici que sera stockée toute l'eau de la montagne Noire pour ensuite être envoyée dans le canal du Midi. Alors ici, nous nous trouvons dans la galerie des robinets. Donc devant vous, vous avez les 3 robinets qui ont été installés en 1829, qui sont des robinets en bronze et qui permettaient de contrôler l'envoi d'eau du réservoir de Saint-Ferréol vers le canal du Midi. On a commencé le chantier du canal du Midi à Saint-Ferréol, tout simplement parce que le barrage de Saint-Ferréol, c'était la clé de voûte du projet de Pierre-Paul Riquet. Il fallait vraiment trouver le moyen de stocker de l'eau pour pouvoir alimenter le canal tout au long de l'année. Bonjour Didier. Bonjour professeur. Ça va ? Ça va, merci. Je suis en train de manœuvrer. Très bien, là on se trouve au niveau de la vanne Papillon, qui est donc aujourd'hui la vanne qui permet de contrôler la quantité d'eau que l'on envoie au canal du Midi. Et justement, je pense que Didier est en train de l'ouvrir. C'est ici qu'on donne, on va dire, les débits consommés par jour pour le passage des bateaux sur le canal du Midi. Pendant 15 ans, tout au long des 240 km du canal, le chantier va employer 12 000 hommes et les exploits techniques vont se succéder pour surmonter les difficultés qu'impose la géographie. 65 écluses, un tunnel et des ponts-canaux pour franchir les nombreuses rivières. Là, on peut lire sur le tympan de ce pont-canal, torrent du Répudre, premier pont-canal, invention due au génie de Pierre-Paul Riquet, 1676. Le pont-canal du Répudre est un ouvrage qui a fait date dans la construction du canal. C'est le premier pont-canal construit en France. Le projet de Riquet sur ce site-là, c'est effectivement de dissocier les eaux calmes du canal des eaux sauvages de la rivière. Il ne fallait pas ce mélange des genres qui causait un envasement rapide du canal. Pierre-Paul Riquet ne verra jamais son œuvre achevée. Il meurt à 71 ans, quelques mois avant l'inauguration du canal du Midi, en mai 1681. Allez, venez goûter l'ananas, la bonne pastèque. Ah, ici on fait du cochon. Oui, c'est ça. C'est quoi le melsa? Le melsa, c'est les spécialités d'ici, du Tarn, de Laconne, Castres, Mazamet, Revel. C'est comme du boudin, sauf qu'à la place du sang, c'est du pain et des œufs. Voilà. Ah, ça peut me plaire ça. C'est très local. Voilà. C'est combien? 4,50. Le pot. Le pot. Ok. Allez, j'en prends un. Très bien. Je vais goûter. Voilà. Merci. Il faut que j'aille au lac de Saint-Ferréol. Oui. Est-ce que tu pourrais m'indiquer le chemin, s'il te plaît? Donc il faut sortir du centre-ville et direction les Camas, la montagne Noire. C'est bien indiqué? Ouais, c'est très bien indiqué. En montant, c'est sur la droite, on ne peut pas le louper. Ok, merci. Et bonne journée. À bientôt. Coucou Thomas. Salut Tiga. Ça va? Et toi? Super bien. Et alors là, tu m'as donné rendez-vous ici, sur le lac de Saint-Ferréol, parce que dans l'histoire du canal du Midi, c'est un petit peu ici que tout commence. En fait, c'est vraiment la source du canal du Midi. C'est la réserve principale du canal du Midi, telle que l'a voulu et conçu Riquet à la fin du XVIIe siècle. Et donc là, tu vois, on est assis sur un barrage qui a près de 400 ans. Oh là là. Et ce que je te propose, pour vraiment se rendre compte des choses, c'est de voir tout ça d'en haut. Voir tout ça d'en haut? C'est-à-dire? Oui, je peux te proposer de faire un baptême de voile à voile si tu veux. Un baptême de vol à voile? On va faire les oiseaux? C'est ça. Bah écoute, je te suis. Tu me suis? Ça va être une découverte. Eh ben allez.
attends, parce que tu m'as dit vol à voile, et Ouais. du coup, c'est un planeur là que je vois. Oui, mais en fait, vol à voile, planeur, c'est le même terme pour la même chose. Enfin, c'est un terme différent pour la même chose. D'accord. Il n'y a pas de moteur. On a juste besoin, pour le décollage, d'un avion. Pour nous tracter Voilà. au départ. Ça va basculer, c'est normal. Voilà. Sur la roue avant. Attention les cheveux. Allez. Oh là 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 là. Excuse-moi. Hein. Et voilà, pas de soucis, regarde, on a décollé, ça y est. Ça va? J'aurais dû envoyer un message à ma mère. Tu l'enverras après, une fois que tu seras au sol. Ne jamais faire ça avant. Tu repères Saint-Ferréol à gauche? Oui. Et la montagne noire, c'est ce qu'il y a devant nous. Allez, attention. 1, 2. Et voilà. Oh, punaise. C'est beau, oh là là. Ça va? Ça va. Parce que je suis avec Maintenant, toi. la ville de Revel. On voit très bien la place Carrée, là où tu étais au marché ce matin. Oui. Donc là, droit devant nous, en fait, c'est le lac des Camazes, avec le village des Camazes sur la montagne noire. Donc c'est aussi un réservoir qui sert pour alimenter le canal du Midi. D'accord. La montagne noire, c'est ce que tu as juste en face de nous. Elle est pas si noire que ça. Hein. Elle n'est pas si noire que ça, mais en fait, on appelle ça la montagne noire parce que, avec l'effet du soleil, pour les gens qui arrivent de la plaine, notamment de Toulouse, elle paraît toujours très sombre. D'où le nom montagne noire. On est bien content que cette montagne, pour nous, pour le vol à voile, pour le planeur, parce que c'est grâce à elle qu'on peut voler toute l'année ici. Du fait, en fait, du vent qui vient se casser sur la montagne et qui crée une ascendance qu'on dit dynamique. Et donc, on fait ce qu'on appelle du vol de pente, un peu comme le font aussi les parapentistes. D'accord. Située entre Mazamet au nord et Carcassonne au sud, la montagne noire, c'est à la fois le Languedoc chantant mêlé à la rudesse du Massif central. Une terre faite de collines verdoyantes, de rocailles d'où émergent des châteaux cathares et de sombres forêts qui ont donné leur nom à cette région. Quand on voulait traverser la montagne noire, souvent on disait à celui qui osait s'aventurer dans la montagne noire que si jamais il échappait aux faussonniers et qu'il ne se faisait pas égorger, peut-être qu'il risquait de se faire dévorer par les loups. S'il ne se faisait pas dévorer par les loups, à ce moment-là, il risquait peut-être de se perdre dans le brouillard. Si ce n'était pas dans le brouillard qu'il se perdait, c'était de froid qu'il risquait de périr. Ou périr. Bienvenue dans la montagne noire. Nicolas Dreux est accompagnateur en moyenne montagne. Toute l'année, il aime faire découvrir les secrets de la montagne noire et notamment les lieux où Pierre-Paul Riquet est passé 350 ans auparavant lorsqu'il recherchait l'eau qui allait alimenter le canal du Midi. C'est la stèle qu'ils ont mis en mémoire de Pierre-Paul Riquet, ouais. Ici, l'an 1765, Pierre-Paul Riquet s'empare des eaux de la montagne noire et résout le grand problème de la jonction des deux mers. Donc là, on arrive à la voûte de Vauban. C'est dû au fait qu'en fait, Vauban a repris les travaux qui étaient prévus par Riquet, une fois que ce dernier est décédé. Là, c'est l'eau qui va rejoindre le canal. C'est toute cette eau de la rigole de la montagne pour aller donc remplir le bassin de Saint-Ferréol, le plus grand barrage au monde au XVIIe siècle. Premier rempart face à la Méditerranée, la montagne noire voit souvent les nuages s'accrocher sur ses sommets, culminant à 1211 mètres. Et ce jour-là, la randonnée de Nicolas s'achève dans le brouillard, empêchant le groupe de profiter du panorama. C'est une page blanche qui s'ouvre devant nous aujourd'hui. Donc au fond de votre écran à droite, vous pouvez distinguer le Cidobre, la plaine casteraise. Et le pic du Midi! Tout là-bas, sur la chaîne des Pyrénées. En étant ici, c'est là aussi où j'ai découvert un rond-point historique. Ces châteaux, ces endroits, ces gens qu'on rencontre, parce que autant c'est une mosaïque de paysages, autant c'est une mosaïque de rencontres, de gens qui font vivre cette montagne, que l'on a autant dans nos villages que
que tout autour. Et on a aussi toutes les petites histoires locales, les histoires des contes. Ces contes et légendes, Nicolas les trouve dans les petits villages de la Montagne Noire. Comme Cessac, bourgade érigée en belvédère autour du plus ancien des châteaux de la région. Ou encore Montolieu, connu pour être depuis 1989 l'un des 8 villages du livre de l'Hexagone. Et Nicolas aime se rendre dans l'une des 15 librairies du village pour y dénicher quelques perles rares. Bonjour. Je venais voir si vous auriez pas des bouquins sur les contes, les histoires de la Montagne Noire pour raconter à mes randonneurs. Oui, il me reste 2 ou 3 là. Je trouve de la matière pour mon travail et quand il y a des récits qui racontent des petits faits qui se sont passés à certains endroits, bah, ça devient encore plus riche et ça donne beaucoup plus de couleurs à l'histoire et c'est plus intéressant aussi que d'entendre quelqu'un qui va présenter une plante et de manière plutôt linéaire, on va dire. Mais pour connaître l'âme de ce pays, quoi de mieux que d'écouter ceux qui y vivent? Et Nicolas sait où les trouver. Tiens, je savais que je trouverais ici. Ça va, Adrien? Salut. Ouais, très bien. On fait une dégustation? Il suffit pour cela de se rendre chez Adriane. Avec un peu de chance, on y croisera Grégoire Albicetti, un conteur qui n'a pas son pareil pour faire chanter cette terre occitane. Ah, elle est très riche en histoire. J'en connais une qui s'appelle la mirguette qui nasquait d'une montagne. Donc la souris qui naquit d'une montagne. Et à quelle montagne? Elle est fort orgueilleuse. Elle était très orgueilleuse, eh oui. J'ai passé longtemps dans les Corbières, qui est le plus beau pays du monde. S'il n'y avait pas le vent, ça ignorait tout le monde. Et puis après, j'ai fait le grand saut. J'ai traversé la vallée, j'ai sauté la voie ferrée, le canal du Midi, l'Aude, la 113, et je suis arrivé jusqu'ici, Montolieu. Il faut dire que j'avais des bonnes raisons de venir jusqu'à Montolieu. Et donc du coup, ben, c'est vrai que la Montagne Noire, c'est un peu le bout du bout, quoi. Voilà. Mais on a une telle vue sur les Pyrénées quand même que ça vaut le pète, quoi. Je suis arrivé ici une semaine après la naissance de ma fille. À l'époque, je cherchais juste à poser des valises parce que je voyageais énormément. Donc c'est vraiment un pur hasard, mais je me suis enraciné avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attachement. Quand on traverse le village, alors, je ne sais pas si ça... Enfin, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment tellement agréable. Les gens se disent bonjour, avec le sourire. La Montagne Noire reste un trésor méconnu à découvrir, même si ses habitants vous chuchoteront de ne pas le répéter trop fort. Ils auraient trop peur de perdre leur plus beau trésor, la douceur de vivre. Ce mois-ci, on a fait un bon mois parce que rien que hier, il y a 39 bateaux dans la journée. C'est phénoménal, hein? Bonjour Georges, c'est moi, Tiga, qui t'ai contacté pour que tu me fasses visiter Castelnaudary, la capitale mondiale du cassoulet. Eh bien, nous sommes ici aux portes du canal du Midi et le canal du Midi vit avec Castelnaudary. Exactement. Bonjour. Bonjour. Le maître éclusier Gérard Mondragon. Ok, bah justement cette écluse elle est incroyable, il y a combien de sas? 4 sas, avec Foncé-Méran de Béziers, c'est les 2 plus grosses écluses du canal du Midi. Là par exemple, combien de temps pour passer les 4 sas? Alors les 4 sas, c'est demi-heure. Une demi-heure? Voilà, demi-heure. La vie est rythmée par le canal du Midi. Voilà, c'est ça, ouais. Elle a été rythmée par le canal du Midi pendant des siècles. Voilà. Et cela continue. Et là, on t'attend pas là? Si, je vais y aller parce que malgré qu'ils soient en vacances, voilà, je vais pas trop les faire attendre, mais je vais y aller. Bonne journée, Gérard. Merci. Ouais, Merci, Gérard. Nous arrivons à un endroit incontournable de Castelnaudary et lorsque nous serons rentrés, tu en connaîtras les raisons. Ouh là là.
Ici, nous sommes sur les marches et les traces du cassoulet. Ah. Nous sommes dans la cour de l'ancien château de Castelnaudary. D'accord. Et c'est ici, pendant la guerre de Cent Ans, est née la légende du cassoulet. La ville fut assiégée par le prince noir. Et au bout d'un certain temps, il n'y eut plus aucun vivre. Alors le prévôt de la ville invita tous les habitants à amener les victuailles qu'ils avaient à leur possession, de la saucisse, de la couenne, du canard. Et tous ces ingrédients furent remis dans une grande cassole. Et c'est ainsi que les servantes du château confectionnèrent le premier cassoulet. C'est une belle histoire et elle justifie votre titre de capitale mondiale du cassoulet. Bien évidemment. Bonjour Marc. Bonjour Georges. Ça va bien? Ça va, je te présente Tiga, Enchanté. qui est dans la région et qui voulait absolument voir un champ de haricots. Elle y est au milieu. Ah oui, là Voilà. on est en plein dedans. Comment s'appelle ce haricot? La forme particulière de ce haricot fait que c'est un lingot. Voilà, c'est pas un lingot d'or, hein, même si j'ai l'habitude de dire que le haricot c'est un peu l'or blanc du Lauragais, hein, voilà, mais parce qu'il a une belle couleur blanche, voilà, donc c'est vraiment le lingot qui nous distingue du coco qui lui est rond ou du tarbet qui est beaucoup plus plat. Ah ça c'est mon argent de poche ça. Voilà quelques lingots pour la route. Hein. Pour la fin du voyage. Et alors Marc, toi ton champ il est mais vraiment à proximité, tu longes le canal du Midi. La semaine dernière j'étais au coin du champ là, avec des gens qui venaient d'Australie. C'était un peu compliqué parce que mon anglais, voilà. Le canal nous donne aussi cette possibilité d'accroître la notoriété de notre produit. Et il faut un sol particulier pour cultiver le haricot? Alors le haricot, comme le grain de raisin, transmet les qualités du terroir. Oui. Et donc on peut avoir des graines de haricots qui vont avoir plutôt un goût herbacé, d'autres plutôt un goût un peu amer. Alors maintenant, Tiga, que tu connais tout sur l'art de la culture du haricot, nous allons te faire connaître l'art de cuisiner le haricot dans un cassoulet. Voilà. Merci beaucoup Marc, on va te laisser travailler. Et bonne récolte. Hein. Salut. Bonjour Philippe. Oh Georges. Je savais qu'à cette heure-ci, je te trouverais en train de préparer le cassoulet. Ah oui, tu sais, les après-midi, je suis tranquille, je me monte mon cassoulet. Je te présente Tiga, qui est sur le canal Bonjour du Midi. Philippe. Enchanté. Très heureuse. Et qui voudrait connaître les secrets de la fabrication du cassoulet. Exactement. Je vais t'équiper d'un tablier et on va s'y mettre. Allez. C'est génial. Alors, le cassoulet, c'est très simple. Ce sont des produits régionaux et surtout les haricots de Castelnaudary. Nous allons mettre la graisse de canard. Notre cuisine, elle est généreuse. On va mettre ça sur le feu. Nous avons les couennes, plat de côte et saucisses. Tu vois l'écume des haricots, moi je désamorce le haricot là. Désamorcer le haricot. Oui, c'est pour éviter les petits bruits incongrus. Ah, d'accord. Georges, quand tu veux, tu nous mets la saucisse à cuire. On ne pourra jamais passer à table là. Doucement. Allez, nous avons tout notre temps. Voilà, ils sont beaucoup plus digestes. Tu rends les musiciens silencieux. Silencieux. C'est vrai. En tout cas, ça sent bon ces haricots. Fourchette du chef ou de l'apprenti? De l'apprenti, parce que je suis chez le maître. Bon, elle va être bonne cette saucisse. Il a pas mal, mais non, il a pas mal. Il a pas mal, c'est ça, c'est généreux. La bonne cuisine de chez nous, ça. Voilà, tu remues. Chaque 5 minutes, au bout de 2-3 minutes, tu mets le couvercle. Chaque 10 minutes, tu regardes, tu remues. D'accord. Oui. Oh, Georges, tu as vu? C'est 18h30, c'est l'heure de l'apéro. Et puis nous, on lui a laissé tous les secrets de la fabrication du cassoulet. Après tout, donc ça. maintenant, on le mérite bien. On mérite bien. Je voyais venir le truc. On va se régaler. Ils sont faits. Et tu crois qu'elle s'en sort dans la cuisine? Ça fait 2 heures qu'on l'a laissée. Je sais pas, mais on verra bien. On verra bien. Moi, il me tarde de voir le résultat quand même.
Attendons. On attend. Et voilà le petit cassoulet de Castelnaudary. Oh, on a été médisants. On a été un peu médisants. C'est vrai, vous avez douté? C'est son premier cassoulet. Philippe, t'en veux plus? Non, ça, on va commencer par ça, par une belle petite assiette. Merci. Avec plaisir. Donc ça, c'est ton cassoulet que tu as préparé. Écoute. Les haricots sont fondants. Le bouillon est là. La couleur, moi je la trouve magnifique. Qu'est-ce que ça me pense, Georges? Elle est très bien. Très bien. Je pense que pour la saison, je vais pouvoir l'embaucher, cette petite. Alors, maintenant, et j'aimerais savoir comment je pourrais entrer dans la confrérie du cassoulet. Beaucoup de personnes sont chevaliers de la confrérie du cassoulet et n'ont jamais fait un cassoulet. Mais au surplus, toi, tu l'as fait. Grands avantages. Donc, ce serait un grand honneur. J'ai quelques bons points. Pour la confrérie. Pour la confrérie, oui. Ah oui. Qu'elle rentre dans notre association. Ah oui, tout à fait. On va s'occuper de ça. Ce qui va l'obliger d'ailleurs à être présente à toutes nos réunions mensuelles. Quel plaisir de t'avoir à notre côté. Juchés au sommet de leurs éperons rocheux, les citadelles du vertige depuis le Reims, Quéribus, Peyrepertuse ou Lastours ne sont que quelques-unes des nombreuses forteresses médiévales qui parsèment le département de l'Aude, dans ce que l'on appelle désormais le pays cathare. Philippe Calas, un écrivain photographe de la région, s'est passionné pour ces châteaux bâtis autour de l'an 1000, entre les royaumes de France et d'Aragon. Ce matin-là, il est venu assister au lever du soleil au château de Peyrepertuse. On peut se demander qu'est-ce qu'ils sont venus faire aussi loin et aussi compliqué. Mais bon, on était vraiment sur une volonté de défendre une frontière et d'avoir un point d'abord qui soit difficile à prendre et ensuite duquel on ait une vue qui soit la meilleure possible sur toute la région environnante. Outre leur emplacement spectaculaire, ces châteaux sont aussi connus pour avoir servi au XIIIe siècle de refuge aux parfaits cathares. Une secte chrétienne qui prônait la pauvreté et qui en Occitanie a fini par faire de l'ombre à la papauté. C'est quand même une religion qui a marqué les gens, d'autant que quand ils prêchaient en patois, ils prêchaient en langue Languedoc, en langue de la région. Ça parlait quand même beaucoup plus aux gens du peuple que le latin, qui était une langue qu'ils ne connaissaient pas. Pour contrer cette religion de la pauvreté, le pape et le roi de France Louis IX ordonnent une croisade pour exterminer ces hérétiques. Les derniers cathares à se rendre seront ceux retranchés dans le château de Quéribus en l'an 1255. Huit siècles plus tard, une autre foule s'apprête à son tour à prendre d'assaut les châteaux cathares. Stressé un peu impatient et stressé. Un peu inquiet, mais bon, ça va. Non, on va y aller tranquillou. Et puis, il y a le beau temps avec nous, c'est parfait. Dans le village de Cucugnan, les centaines de participants à une course de montagne de 51 km sont sur le pied de guerre. Vous êtes prêts? Top départ! C'est parti! Dans nos courses! Déjà célèbre auprès des lecteurs depuis qu'Alphonse Daudet y a planté le décor d'une des lettres de son moulin, le village de Cucugnan se fait désormais un nom dans le monde des courses de montagne. On va passer d'un château à l'autre tout en montant et en descendant les vallées et les vallons. L'intitulé Cathare, ça attire toujours du monde. Cucugnan, c'est un village qui est reconnu, on va dire, dans la France entière comme un des plus beaux villages de France, parce que les gens ont envie de découvrir ces paysages qui sont très verts, qui ne sont pas encore touchés par le tourisme de masse. Voilà. On monte, on fait l'aller-retour, on se fait pointer au château et on repasse tout à l'heure avec le sourire. Après une heure de course, les plus rapides arrivent dans le château de Peyrepertuse. Sandra Martin, la championne de France à trail. 10,75. Merci. On fait quoi là? À gauche, escalier, vous ressentez. Merci. Juste le temps de passer au contrôle, qu'il faut déjà s'élancer dans la descente sans même prendre le temps d'admirer la vue tout aussi imprenable que cette citadelle.
Les coureurs se dirigent ensuite vers Quéribus, un nid d'aigle jugé à 728 mètres d'altitude dans le massif des Corbières. Dur. Il fait chaud. Et c'est pas facile. Quand les premiers boucleront le parcours en 6h20, les derniers forçats mettront près de 11 heures. Philippe Calas, le photographe, a lui choisi un moyen plus reposant pour rallier Quéribus. Ah, c'est toujours aussi magique. Hein. Waouh! Le château de Quéribus, donc, qui est sur les perrons rocheux, là, il fait partie donc, des 5 châteaux qu'on appelle les 5 fils de Carcassonne, qui servaient de citadelle de défense par rapport à la présence du royaume d'Espagne, de l'Aragon et de la France. Là, celui-là, il a gardé quand même une forme castrale et puis l'escalier qui permet d'y accéder. Enfin, on est vraiment sur un site qui est magnifique. Comme un défi au temps qui passe, 1000 ans après leur édification, les châteaux du pays cathare forcent l'admiration et gardent encore bien des mystères. Bonjour, je cherche un bateau sans permis que j'aurais loué pour faire une balade sur le canal du Midi. C'est bien ici. C'est ici? C'est ici. Felipe, enchanté. Tiga. Enchanté, Tiga. Très heureuse. Alors comme j'ai pas mon permis bateau, je me suis dit que c'était la meilleure alternative pour faire un petit bout de navigation sur le canal du Midi, de Castelnaudary jusqu'à Carcassonne. C'est la meilleure solution. Le bateau est sans permis. Je vais juste t'expliquer comment ça fonctionne et après je te laisse faire toute seule. Oh là là, qu'est-ce que c'est chic! Je m'attendais pas à ça. C'est un vrai appartement flottant, donc tu as tous les équipements comme à la maison, tu as une cuisine, tu as un poste de pilotage à l'intérieur, et à l'avant tu as cabine et les salles de bain. Oh là là, c'est génial. Hein. Donc il y a tout ce qu'il faut pour vivre à bord une semaine. Donc voici le poste de pilotage supérieur, c'est là où tu vas passer la plus grande partie de tes vacances. On va tourner un peu vers la droite et on va faire le tour du bassin. Je laisse. Tu laisses en marche avant. Alors sur un bateau, plus tu tournes d'un côté, plus il va falloir tourner de l'autre. Oui. Donc on essaie de tourner doucement, En douceur. doucement. C'est comme une voiture, il faut un peu de temps pour la prendre en main. C'est comme les autotamponneuses, non? Exactement. Quand tu as pris ton virage, tu essaies de te remettre droit. D'accord. Alors, de Castelnaudary jusqu'à Carcassonne, j'ai combien d'heures de navigation? Tu as environ une douzaine d'heures de navigation. D'accord. Donc ça va à 8 km/h, ça va pas très vite. Et là, tu vas tourner légèrement sur la gauche pour éviter les bouées. Et tu vises le pont qui est en face de toi. Ah, on va déjà au pont là? Waouh. Alors n'oublie pas, tu peux rattraper. Ah oui, il faut pas que j'oublie de me servir de ça. N'oublie pas. C'est pratique quand même. Voilà, c'est l'aide à la conduite, on va dire. Vas-y, tu essaies de prendre le pont dans l'axe et on va essayer de passer pile au milieu. Oula. Attends, comment je freine? Où sont les freins? Marche arrière, à fond, vas-y. Et ton bateau va s'arrêter tout seul. Tu le laisses en marche arrière. Ok, là c'est bon, on est arrêté. Ça y est, tu es arrêté. C'est comme ça qu'on freine, en marche arrière. C'est comme ça. La marche arrière, c'est ton frein pour immobiliser le bateau, toujours la marche arrière. Alors attends, je vais essayer d'aller droit. Ah non, attends, je vais pas du tout droit là. Oh, il est pas haut le pont, hein? Regarde. Tu as passé ton premier pont. J'ai passé mon premier pont au cœur de Castelnaudary. Exactement. Ouais. Donc c'est bon, tu te débrouilles toute seule. Tu vas pouvoir continuer tes vacances toute seule. Bonnes vacances, à bientôt. Merci Felipe. Bonjour. Vous êtes français? Nouvelle-Zélande. Ah, les All Blacks, ouais. Passez de bonnes vacances. La cité médiévale de Carcassonne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Bonjour Marie-Jeanne, comment allez-vous? Ça va bien? Bon après-midi.
D'ailleurs, il a été classé après le canal du Midi, qui lui a été classé en 1996. La cité médiévale est considérée comme étant le plus bel exemple d'architecture militaire fin 13e, début 14, et comme étant la plus grande cité médiévale d'Europe. Bonjour. On va parler de cette fresque. Si ça vous intéresse, on est en visite, mais vous pouvez vous joindre à nous. Merci. Alors regardez, on a 2 jambes avec un bras qui tiennent des chiens en laisse. C'est une scène de chasse. Le chien, il est très important à l'époque, car le chien est symbole de fidélité. Et le chevalier, à l'époque, est fidèle à son église, son royaume, sa gente dame. Et n'oublions pas qu'ici, au XIIe siècle, on est en plein amour courtois, mouvement littéraire, poésie, qui parle de relations amoureuses entre les hommes et les femmes. On considère que la femme est suzeraine de l'homme et que l'homme lui doit tout. Et donc, quand on aimait vraiment sa gente dame, il faut être tout à la fois son serviteur, son ami, son amant, son vassal. Donc je le répète pour vous, madame, pour ce soir, pour lui répéter, serviteur, ami, amant, vassal. C'est retenu? C'est beau de voir l'importance de la femme au Moyen-Âge. Oui, mais ça devrait être encore d'actualité. N'est-ce pas? Évidemment. Évidemment. Allez, on y va. Elle était sympa, ta visite guidée. Tu es guide costumé. Oui, guide costumé, passionné d'histoire médiévale et passionné de la cité de Carcassonne. Est-ce que tu aurais un peu de temps dans la journée pour moi? Un peu de temps, si tu es disponible maintenant? Ça serait possible Tout de suite, pour toi? Oui. je le suis. Bon, alors à une condition, s'il te plaît, c'est que tu marches à ma droite. Puisque Pourquoi? on tenait les dames à notre droite à l'époque, les seigneurs, parce qu'on avait l'épée à la gauche. Et pour que la dame ne se prenne pas l'épée dans les jambes, eh bien, on la tient à la droite. Regarde. Je te remercie. On est parti? Oui, c'est parti. Oh là là. La position stratégique de Carcassonne, c'est de ce côté les Corbières, la fin des Pyrénées. Oui. De ce côté la Montagne Noire, la fin du Massif central. On a le Massif central d'un côté, Oui. les Pyrénées de l'autre. D'accord. D'un côté, l'océan Atlantique. Qui passe là. De l'autre côté, D'accord. la mer Méditerranée. D'accord. Mets ton poing au milieu, s'il te plaît. Et donc, les Romains vont s'installer là, au IIe siècle après Jésus-Christ, car ils vont contrôler toute la route de l'Atlantique à la Méditerranée. L'emplacement de cette cité permet également de comprendre pourquoi on a 300 jours de vent par an. Ah oui, parce que ça crée un couloir entre les deux montagnes. Exactement. Quand on vit à la cité, on sait qu'il est inutile de porter parapluie, chapeau ou pour les dames, robe légère. Ok, c'est noté. Le voilà, le château de Carcassonne. Effectivement, et tu fais bien d'appuyer sur l'article le parce Oui. que les gens, quand ils rentrent dans la cité, croient qu'ils sont déjà dans le château, alors que le château n'est qu'ici. Un beau château du XIIIe siècle. Et justement, le costume que tu portes, Jean-François, est-ce que tu peux me le décrire? On porte ce qu'on appelle des braies ou braillelles, sous-vêtements de l'époque, car les hommes ne portent pas de pantalon, comme on voit dans les films tels que Robin des Bois avec Kevin Costner. Ah mais oui, parce Voilà. qu'il est tout en cuir, ça n'a rien à voir. Oui, oui, ce film qui a d'ailleurs été tourné à la cité de Carcassonne. Ah bon? Oui, donc pas de pantalon de cuir. On a un long tissu en lin qu'on met autour du ventre. On ramène l'arrière vers l'avant, c'est ce qu'on appelle des braies ou braillelles. Quand ça se défait, Sexy. super sexy, n'est-ce pas? Quand ça se défait, eh bien on dit qu'on est débraillé. Ah, ça vient de là, Voilà. débraillé. Exactement. Puis ensuite des chausses qui donneront le nom de chaussettes. D'accord. Puis une Des chemise, chausses. d'accord? Oui. Et une robe fendue en deux pour les cavaliers afin de pouvoir monter Aisément. à cheval. Et maintenant, notre centre d'histoire vivante médiévale, c'est ici que je travaille avec ma compagne. Ouh, donc c'est un rendez-vous incontournable de Carcassonne. On peut dire, oui. C'est votre siège. C'est notre siège. Valérie, Oui. je te présente Tiga, qui en fait fait un voyage sur le canal du Midi et Très qui s'est arrêté à la cité de Carcassonne. Bonjour Tiga. Bienvenue. Qu'est-ce que tu es belle. Oui. Je suis costumée comme au XIIIe siècle. Comme au XIIIe siècle. Exactement. Tous les deux, vous êtes assortis. Voilà. C'est une belle coiffe que tu portes. N'est-ce pas? Et justement, je suis en train de l'embellir. Tu vois, derrière, j'ai un filet. Oui. Et je voulais un filet en couleur. Donc du coup, je suis en train de refaire mon filet en couleur. Oh, tu fais du crochet. Et non, c'est pas du crochet, c'est du filet. Comme les pêcheurs. Mais tous ces costumes, c'est toi qui les fais? Eh oui.
C'est moi qui l'ai fait, ouais. C'est elle qui l'a fait. Oui, oui. Les robes, les chintz, les chausses, tout. Tu Tout fais ce qui est tout en tissu. Et vous vous êtes trouvés tous les deux. Hein. Et je vois que vous êtes de vrais passionnés. Hein. Vous êtes entourés d'objets d'époque. D'époque, non, malheureusement, on aimerait bien. Ah. Ce sont des copies de ce qui pouvait être à l'époque. T'as une sacrée collection de casques, là. Je peux en essayer un? Oui, bien sûr, vas-y. J'aurais peut-être dû prendre un plus grand, non? Non, tu verras, je pense que ce sera ta taille. Ça va aller? Puis il est moins lourd que les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoute, c'est parfait. Hein, on va passer aux choses sérieuses. Tu vas apprendre à manier l'épée. Allez, alors Valérie va te montrer le coup qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle le coup au chef, le coup à la tête. Et là, pour lui répondre, mais t'inquiète pas, on s'arrêtera bien avant. Allez, à toi. C'est très impressionnant. Vous êtes super tous les deux. Donc là, on est de profil, comme dans un miroir. Rentre ton coude. Je rentre mon coude. Tu me regardes. Et quand je dis go, on y va. Attention. Oui. Go. Go! Après cette journée médiévale, on retourne un peu au 21e siècle, si tu veux. Oui, je veux bien. Et on va te montrer un endroit où on aime bien aller avec une belle vue sur le château et un beau coucher de soleil. Le coucher de soleil sur Carcassonne. Ça te va? Bien sûr. Allez, on y va alors. C'est ici? Oui, c'est ici. Allez. Mesdames d'abord, on reste chevaleresque. J'ai bien fait de m'arrêter et je suis très heureuse de vous avoir rencontrés tous les deux. C'est un plaisir partagé. Merci, Tiga. Ah, merci. À vous deux, à votre amour et à Carcassonne. À Carcassonne. Le canal du Midi relie Toulouse à Sète. Mais il existe une variante moins parcourue en direction de Narbonne. Cette variante s'appelle la Robine et est en quelque sorte un itinéraire bis du canal du Midi. Mais pour rejoindre la Robine et Narbonne, il faut d'abord quitter le canal du Midi et franchir une rivière. Là, à l'instant, on vient de mettre les pieds dans l'Aude. Là, on est sur la rivière Aude. Mais ce matin-là, tout ne se passe pas comme prévu. J'arrive pas à tourner, j'ai trop de courant. On va refaire la manœuvre parce que le courant, il veut pas nous laisser tourner. Ah ben là, aujourd'hui, il y a un peu d'eau. Les portes de garde sont fermées en bas, donc on peut pas aller à Narbonne. Donc là, on est quand même confronté à un petit souci de crue. Finalement, la péniche de Jean-Marc est contrainte de faire demi-tour et d'attendre que le niveau de l'Aude redescende, libérant ainsi le passage vers Narbonne. C'était sportif aujourd'hui. Il y a de l'animation, ça va, on s'ennuie pas. Là, on va rentrer dans l'écluse de Gaillousti pour sortir le bateau en cale sèche. À bord du Tourmente, Jean-Marc Samuel milite inlassablement pour le retour des mariniers de commerce sur le canal de la Robine et du Midi. Un métier qui a disparu depuis les années 70. On me dit, mais vous êtes le dernier marinier. Je dis non, je dirais que plutôt je suis le premier d'une longue lignée. On essaie de défricher une nouvelle voie. Moi, je ne prétends pas qu'on puisse tout transporter par la voie d'eau, c'est pas du tout ça l'objectif. Je dis simplement, il y a une partie du trafic routier qui pourrait être remise sur la voie d'eau. L'histoire raconte que Pierre-Paul Riquet avait d'abord choisi Narbonne comme terminus de son canal. Cette ville, alors en perte de vitesse commerciale, avait grand besoin de voies de communication nouvelles pour retrouver la prospérité. Bonjour mesdames et messieurs, le capitaine et moi-même nous vous souhaitons la bienvenue à bord du Solal. C'est un véritable espoir pour les Narbonnais que de savoir que le canal des Deux Mers, que le canal royal, va passer par Narbonne. Et au dernier moment, Riquet fait passer au profit de Sète, Béziers et Agde le canal donc, de l'autre côté. C'est pour ça que d'autres démarches vont être entamées pour que Narbonne soit reliée à ce canal du Midi. L'activité économique, oui, elle était complètement vouée à ce canal. C'était un peu le cordon ombilical de la ville. Les Narbonnais devront patienter plus d'un siècle avant d'être à leur tour reliés au canal du Midi. Aujourd'hui encore, le canal reste le cœur de cette ville, chère à Charles Trenet. Même le marché des Halles est installé sur ses rives. C'est ici qu'officie Gilles Belzon, dit Bébel. François,
Une entrecôte, François, s'il te plaît, et un steak haché. Une entrecôte et un steak haché. Chez Bébel, c'est l'attraction des halles. Par contre, tu vois, lui, champion de l'ordre de pétanque. Lui, je le prends en pétanque. Le restaurant où l'on vient autant pour ce qu'il y a dans l'assiette que pour l'ambiance créée par cet ancien rugbyman Il me faut, s'il te plaît, 2 persillés, 2. qui réceptionne sa viande comme un troisième ligne. Je suis un amoureux donc, de ma ville de Narbonne. Les halles de Narbonne font partie intégrante de la vie d'un Narbonnais. On dit souvent qu'on est au carrefour de l'Europe. Et un carrefour, normalement, on ne s'y arrête pas forcément. Moi, ce qui me plaît, c'est que quand il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent, qui mettent le clignotant pour manger aux halles donc, et chez Bébel, et qui, en partant, visitent notre ville. Donc, pour moi, c'est une grande fierté. À la sortie de Narbonne, le canal de la Robine file vers la Méditerranée à travers de vastes marais. Cette région où les taureaux vivent en quasi-liberté fut aussi de tout temps peuplée de marins, depuis les galères romaines de l'Antiquité jusqu'aux pêcheurs languedociens et leurs embarcations traditionnelles. Alors ça, c'est le dernier exemplaire des bateaux-bœufs de la Méditerranée française. C'est bateaux-bœufs parce que ce sont des bateaux qui marchaient à deux, comme des bœufs. Et c'est l'ancêtre du chalutier à voile, en fait, qui tractait un filet. Yann Pajot est charpentier de marine traditionnelle. Il s'attache à redonner vie à des bateaux méditerranéens moribonds. Celui-ci, là, il a été vraiment malmené lors de tentatives de renflouement qui ont mal tourné. Et Jean-Pierre et Annick, donc, depuis pas mal de temps, redessinent le bateau et corrigent tous les bris qu'il a pu connaître lors de ces renflouements, déformations de coque et autres, pour pouvoir réaliser ces fameux gabarits. Jean-Pierre et Annick ne sont pas des spécialistes des bateaux anciens. Comme des dizaines d'autres personnes avant eux, ils sont là pour quelques mois, le temps d'apprendre ce métier. Car Yann Pajot a voulu que son chantier naval soit aussi et avant tout une aventure humaine. Le but du chantier, c'est de la réinsertion socio-professionnelle, c'est le but premier du chantier, au travers de la restauration de mobilier classé ou à forte valeur patrimoniale. Ah ouais, passez devant. Ici, il y a un chantier insertion, conservation de savoir-faire, transmission de savoir-faire aussi, parce que dans le chantier d'insertion, depuis qu'il existe, depuis 1998, il y a des gens aussi qui ont monté leur structure en charpenterie marine. C'est une continuité. Après des années de restauration, ces vieux gréements pourront de nouveau hisser leur voile latine sur les étangs de Bages ou de Sigean, là où le canal de la Robine vient terminer sa course avant de se fondre dans la Méditerranée. Coucou Romain. Salut Chica, ça va? Très bien, et toi? Impeccable. Ah non. Ah, c'est 3. C'est 3 ici. D'accord. Tu sais que j'arrive à la fin de mon voyage sur le canal du Midi. Oui. Et on m'a dit qu'il fallait absolument que je goûte les huîtres de l'étang de Thau. Eh ben, on t'a bien dit, c'est vrai, effectivement. Tu vas goûter ces huîtres, tu vas dire, je ne mange plus que les huîtres de l'étang de Thau. Ouais, ce sont les meilleures de Méditerranée? Bien entendu. et encore plus les miennes. Les tiennes particulièrement. Voilà. Ok, ça marche. On y va? Ouais. Allez, tu t'aides à faire demi-tour? Ouais, si t'es motivé. Allez. Allez. Allez, on avance. Tac. Merci. Allez. Je suis impatiente de découvrir ton élevage d'huîtres. Bah écoute, surtout qu'il y a une spécificité bien particulière, puisqu'en Méditerranée, on n'a pas de marée. Oui. Et nous, on a recréé la marée artificiellement, justement, pour nos huîtres. D'accord. Donc c'est quand même très, très particulier. Je vais te montrer ça. Ok. Donc l'étang de Thau, là où nous sommes, c'est la jonction entre le canal du Midi et la Méditerranée. On est sur la fin du canal du Midi, là.
Exactement, le canal Billy vient se jeter donc sur Marseillan, Qui est par là-bas? Exactement. D'accord. Et où est alors donc du coup le port de Sète doit Port de être Sète, ici, en là-bas. face. Voilà. Tu as découvert l'ostréiculture tout seul? Ou alors peut-être ton père était ostréiculteur ou Ouais, c'est de famille? J'avoue que j'ai été un petit peu plongé dedans quand j'étais petit. Donc mon grand-père était ostréiculteur, mon père bien entendu, et donc aujourd'hui moi troisième génération. Et donc depuis que je suis tout petit, je viens sur les tantaux, je viens récolter les huîtres avec mon père. Et ça m'est resté quoi, toute ma vie. Donc mon père m'a dit mais non, va à l'école, travaille, etc. À l'école. Ouais. Et parce qu'il voulait pas que je fasse autre chose, mais finalement je suis revenu à la source et pour être producteur d'huîtres tout simplement quoi. Et tu le regrettes pas? Et je le regrette absolument pas. Regarde, c'est magnifique. J'avoue, le cadre est magnifique. Alors là, on est à la pouponnière. Exactement. Ce sont donc il y a plein de bébés. Alors là, c'est le premier stade en fait. Hein. Donc tu vois la petite partie blanche que tu vois ici? Oui. Voilà, quand elle rentre sur mon cheptel, sur mes tables, elles font cette taille-là à la base. Ah d'accord, elles partent de là. 6 mois après, elles le font entre 1 et 3 cm. Ouais. C'est très long la maturation d'une huître. C'est quoi, assez long. 2, 4 ans, c'est combien? Ça dépend. On est sur des cycles de 4 ans. 4 ans. Tout à fait. Entre 3 et 4. Quel est ton système? Qu'est-ce que tu as inventé de spécial pour tes huîtres? J'ai recréé la marée artificiellement. Tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à rentrer sur les marchés haut de gamme de l'huître. Pour la sublimer, pour arriver à avoir un taux de chair exceptionnel, avoir une couleur de coquille extérieure, une forme et une nacre parfaite, il nous manquait la marée. Donc pour ça, on a recréé, grâce à un panneau photovoltaïque et un système d'automate qui me permet de piloter à distance les structures d'élevage individuellement. Donc tu vas les immerger et les ressortir comme des marées, c'est ça? Exactement, il y a des petits moteurs au centre de la table pour que les huîtres sortent de l'eau, d'accord? Oui. La corde va s'enrouler sur la perche. D'accord, oui. Mais donc les huîtres de Tarbes-Bourrièche sont uniques au monde? Tout à fait, elles sont totalement uniques. C'est le moment d'aller sur une table avec des huîtres matures pour que tu puisses goûter ça, les goûter. On est parti. Allez, on y va. Alors, tu vas faire comme moi. D'accord? Tu vas attraper la corde à ce niveau-là, en l'écartant du bateau. Ouais. Voilà. Là, tu vas la sortir. Ah, c'est lourd. Purée. Ah bah, c'est lourd. Voilà, tu t'es pas trop mal débrouillé. Hein. Très bien même. Ah, c'est gentil. Alors, comment tu les préfères? Petites Bah moi, je les aime comme toi. Tu les aimes comme moi? Ouais. Petites, moyennes. Toutes celles-ci, elles sont à maturation. Tu vas bientôt les sortir. Vous allez les nettoyer. Ouais, tout à fait. Bah là, on est même presque sur la fin de la structure, puisqu'on voit tous les petits plots sont vides, donc ça veut dire qu'on a déjà récolté les cordes. D'accord. Je peux? Tu peux. Elle est pour toi. J'adore ça. Merci. Elle est magnifique. Rien qu'à voir déjà. Merci. Tu vas à fond, hein? Vas-y. Elle est décrochée, tu peux la manger. Moi aussi, alors je peux en manger. Pas besoin de citron, d'échalote. Ah non, surtout pas. Elle est parfaite comme ça. Surtout pas. Ça serait du gâchis. Mais voilà, je ne me lasse pas. Aïe. Absolument magnifique. Alors, tu vois cette belle dégustation qui nous attend? Alors là, ce sont tes huîtres. Bien entendu. Tarbes-Bourrièche. Oui. Alors, comment tu appelles déjà ton... Alors ça, c'est la brazucade de moule façon Sabine. Sabine, c'est ma maman. Donc c'est sa recette. Je peux Il y essayer, a du vin blanc, mais vas-y, avec grand plaisir. Il y a du vin blanc. D'accord. De l'oignon, de l'ail, des herbes de Provence, du persil. Que des bonnes choses. Voilà. Et il y a quelques petits éléments secrets que je ne dévoilerai pas. Et les moules,
Ce sont les vôtres aussi? C'est les miennes aussi, c'est ma production. Voilà, donc on est vraiment dans la production de l'étang de taux. C'est très très bien préparé. Hein. Ah oui. Bravo Sabine. Hein. Tu la remercieras. Si Rome avait son Colisée et ses gladiateurs, Sète a son cadre royal et ses chevaliers blancs. Chaque fin d'été, sur les eaux du canal, les meilleurs jouteurs s'affrontent à coups de lance pour remporter le prestigieux Grand Prix de la Saint-Louis. Sans argent à la clé, il n'est alors question que de fierté. Sur les hauteurs de la ville, loin de l'agitation du canal, chez Christophe, ce sont les derniers préparatifs. Pour la Saint-Louis, tous les jouteurs doivent porter la tenue blanche traditionnelle. On a cette responsabilité de laver et de repasser les blancs. Parce que Christophe, je ne pense pas qu'il aimerait faire ça. Avant, quand je n'étais pas marié, c'était ma grand-mère, ma Carmen, qui me repassait les blancs et qui me les lavait. Et ma femme, elle a pris le relais et il n'y a pas de souci. J'ai fait confiance. C'est juste toujours blanc. Allez, bonne chance. Chaque journée de la Saint-Louis commence par un défilé. Christophe retrouve celui qui lui a fait découvrir les joutes à l'âge de 5 ans. Son père, double vainqueur de la Saint-Louis au milieu des années 70. Alors T'as oublié de te raser ou quoi? Non, il me rase pas, le gardien est plus nerveux. C'est familial les joutes, donc j'aime bien quand il est à côté de moi. On perpétue la tradition en participant au défilé. Du plus petit au plus ancien. Accompagné par la musique traditionnelle des fanfares, la parade traverse la ville pour guider la foule jusqu'au canal. Pour tous ces jouteurs, la Saint-Louis représente l'aboutissement de leur carrière. Pour nous, c'est notre Tour de France, c'est notre Coupe du Monde de football, c'est la Coupe du Monde du rugby, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on partage avec tout le monde. Bravo! Bravo! À Sète, la Saint-Louis est la plus ancienne fête de France encore en activité. Tout commence le 29 juillet 1666, premier jour de la construction du port et de la ville. Organisée à la gloire de Louis XIV, les joutes languedociennes voient alors les jeunes célibataires de la région affronter les hommes mariés. Tous sont des marins qui ont fait du canal leur terrain de jeu. Allez, on va reprendre ce tournoi. Aujourd'hui, les règles n'ont pas changé. Le premier qui tombe à l'eau est éliminé. Chaque joueur doit vaincre 3 rivaux de suite pour se qualifier. Voilà, il est éliminé et il faut l'écrire sur le programme. Mais bon, on ne se rappelle plus. Non, mais c'est qu'on tchatche, on sait plus, on se sert des coups et après on oublie. Je vais chercher un stylo qui marche. On ne sait plus où on en est. Avec ses amis, Catherine ne raterait les joutes de la Saint-Louis pour rien au monde. Mais plutôt que de jouer des coudes en tribune au milieu des 20 000 spectateurs, eux ont choisi de s'installer tranquillement au balcon. Finalement, on jouit ici d'un spectacle où on supervise tout et on peut suivre les mouvements du public. C'est une chose importante quand même. Parce que sans le public, le déroulement du combat, il est moins animé, moins joyeux, moins passionné en fait. À la Saint-Louis, le spectacle est autant sur l'eau que dans les tribunes en ébullition. Allez, et on s'engage fraîchement. C'est aussi le jour où les familles se rassemblent. Celle de Christophe a installé son bateau aux premières loges une semaine avant les fêtes. Privilège réservé aux Sétois.
On est bien placé, on est en face du jury là. Et on est en famille là, et il n'y a que des supporters. Là. Donc, on a le soleil, on a à manger, à boire. Moi, les joutes impeccables. C'est un bon endroit là. C'est maintenant au tour de Christophe de rejoindre la barque rouge. Dans quelques minutes, il va jouer sa passe d'armes la plus importante de la saison. Un petit peu de pression pour lui. Hein. La Saint-Louis, c'est un rêve de petit. Toujours, toute ta vie, tu rêves de gagner une Saint-Louis en lourd. Donc tant que tu ne l'as pas gagné, tu espères aller au bout. Et mon frère, c'est son rêve aussi de tout petit. Et j'espère qu'un jour, il la gagnera. Mais bon, ça commence à tarder là. Juché à 2 mètres au-dessus du canal, Christophe va devoir résister à un adversaire coriace. Un peu déçu, j'ai fait une mauvaise passe et je paye au cash. Ah, c'est pas grave, l'année prochaine, je me rattraperai. À la tombée de la nuit, le cœur de la ville bat encore au rythme des combats. Dans un dernier effort, c'est le jouteur d'Agde, David Lopez, qui remporte ce 276e tournoi de la Saint-Louis. Et entre ainsi dans la légende de Sète. Jean-Louis? Oui, c'est Iga. Oui, ça y est, je suis à 7. Alors, où est-ce que je peux te retrouver? Où ça? Le Mont Saint-Clair? C'est où? Ok, la colline, la montagne, tout le monde connaît? D'accord, j'essaie de te trouver, d'accord. À tout de suite. Et coucou. Iga, bonjour. Content de te retrouver. Alors, tu as fini ton périple sur le journée du midi? Je regrette qu'il ne fasse pas une petite centaine de kilomètres de plus parce que je me suis régalée. Ah ouais, c'est très reposant. Moi, j'adore. C'est exactement ça, c'est reposant. À pied, à vélo, en bateau. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a de l'histoire, il y a des gens formidables. Là-bas, c'est vraiment, voilà, c'est que la douceur. Quelle bonne idée tu as eu de me donner rendez-vous ici sur le Mont Saint-Clair parce que du coup, on a une vue vraiment panoramique sur toute la ville de Sète. Ah ici, oui, tu fais vraiment le tour. Un port de pêche, bien sûr qu'on n'aperçoit pas d'ici, là, tu vois. C'était le plus grand port de pêche de la Méditerranée, quand même, Sète, tu vois. Ah oui. Qu'est-ce qui a fait sa richesse? Le commerce du vin, beaucoup, à une époque. Hein. Le vin Je crois qu'il y a beaucoup de commerçants de Montpellier, à l'époque, hein, oui. qui avaient de l'argent, quoi, hein, qui sont venus s'installer à Sète, tu vois. Oui. Ils ont commencé à faire le commerce avec l'Algérie, et c'est parti de là. Tous les quais de Sète étaient remplis de tonneaux, tu vois. Il paraît que Brassens est né ici. Brassens est né ici, oui. Il est né ici. Il a même sa maison juste en bas, là, tu vois. Mais tu vois, on a une association qui s'appelle le Cap Brassens, qui existe depuis 5 ans, tu vois. On fait un festival qui dure une semaine en octobre. Et donc, on rend hommage à Brassens devant sa maison natale chaque année, tu vois. Ah, mais ça, c'est chouette, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il fait vraiment partie de l'histoire de la ville. Sûr, hein. bien sûr. Tu as l'air de connaître par cœur cette ville. On dit que c'est la Venise languedocienne. Hein, la Venise languedocienne. Ouais, soi-disant. Alors là, on est arrivé à la Pointe-Courte. La Pointe-Courte, oui. C'est un quartier de Sète. Je suis né juste en face, tu vois. C'est génial. Et là, on m'a sur la pointe du Raz. Tu vois. Cette petite digue entourée de cabanes de pêcheurs. Là. Et de chats. Et on arrive à la maison des chats, tu vois. Bon, d'après le bonhomme, il y a 60 chats qui habitent ici, tu vois. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vivent de la pêche aujourd'hui? Il y en a un petit peu, mais beaucoup de retraités, tu vois. Mais des jeunes pêcheurs qui vivent vraiment de leur activité, là, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais pourquoi? Mais par rapport à la ressource, surtout. Il y a moins de ressources à l'étang. Ça fait que beaucoup de bateaux, c'est des bateaux de plaisanciers aussi. C'est ton bateau? Ouais, c'est mon bateau. Et on va tirer les filets. Tac. Merci. Et tu l'as appelé Mathieu Morgan? Oui, c'est le nom de mes deux fils. Voilà, ils font la pêche tous les deux. Est-ce que les conditions sont bonnes là? Ouais, très très bonnes.
Et les filets, tu les as posés quand? Les filets, je les ai posés il y a 2 jours. 2 jours. Voilà, il faut bien que 2 jours pour que ça pêche un petit peu en surroman, tu vois. Ouais. Je vais démarrer le groupe qui fait marcher l'hydraulique. Sur le rascasse, fais gaffe, touche pas. Ah, il faut que je fasse attention, ouais. Tu vois, j'ai du venin dessus, tu vois. Oh, c'est moche comme poisson, hein. Les arêtes ici, les arêtes là, tu vois, de partout. Ouais. Là, c'est te pique, écoute à moi. Et son venin, c'est dans les arêtes? Ah ouais. Bon, il y a un peu d'algues aussi. T'as 2 ou 3 langoustes, hein, quand même, hein. Ouais. Voire plus, parce que je vois pas tout passer. Pas mal de cigales aussi. Des cigales, ouais. Ça, c'est quoi? C'est ça, une cigale? Ouais, tout à fait. Ça. Tout à fait. Ah, mais ouais. Allez, Tiga, tu risques rien. Bah, je risque rien, faut faire attention quand même. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Non, mais moi, ça me surprend trop, ces trucs-là. Alors voilà, tu vois, c'est vraiment une cigale. Est-ce qu'elles chantent, les cigales? Bien sûr qu'elles chantent. Voilà, les cigales, à la fin de l'été, les cigales qu'il y a dans les arbres, Oui. elles descendent, elles vont à la mer, elles perdent les ailes, elles passent tout l'hiver comme ça, au printemps, elles remontent, elles mettent sur les arbres, les ailes poussent, et c'est les mêmes. C'est ça, les gens. Ouais, c'est ça, les gens de oui. Hein? Denis, bonjour. Jean-Louis, ça va? C'est pas de Tiga. Bonjour Tiga. Bonjour Denis. Un périple ce que du midi, voilà. Ouais. Voilà, on vient de manger, déguster une glace. C'est une petite spécialité, là, quelque chose de frais. Eh ben oui. Alors, une menthe et un agrume cactus. Je pensais qu'on pouvait les amener sur mon Kérol. Parce qu'au moment de faire répétition, on devrait les prendre. Écoute, je finis mon travail là, d'ici 20 minutes et puis on y va. Voilà Tiga, la glace. Merci Denis. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Vous avez une répétition où tu veux m'emmener. Il s'agit de quoi? Eh bien, on a un groupe de musique, d'accord? Oui. Qui s'appelle Le Bois dans mon cœur. On chante beaucoup le Brassens. Et ce soir, on fait une répétition sur le rocher, au milieu de l'étang. Le rocher s'appelle Rouquayrol. C'est un lieu où Brassens s'aimait passer un moment, là, tranquille. Ah, et Denis, on fait partie. Et tu fais quel instrument? Je joue de la mandoline, électroacoustique. On se retrouve au bateau, à la chambre de commerce. On prend les instruments et on file. Et ça marche. Allez, c'est bon. Denis, merci encore. Là, on va arriver devant le bateau de Georges Brassens. Non. Ouais. Il est un peu plus loin sur ta gauche. Sur ma gauche. Il a tout... Alors, tu vois le gis, c'est son bateau. Ah Il oui. est assez mauvais état, tu vois. Ah oui, non. Bon alors là, vous allez jouer quoi ce soir? Et je sais pas, En attendant que le soleil se couche. Qu'est-ce que vous voulez jouer? Cupidon, les enfants, qu'est-ce que vous voulez jouer? Cupidon, allez, si vous voulez. Vous changez à l'amour, notre amourette. Il s'en serait pas fallu de beaucoup. Mais ce jour, la Vénus était distraite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Je suis revenue sur mes pas pour profiter une dernière fois de cette quiétude. Et c'est ici que s'achèvent mes échappées belles au fil du canal du Midi. Depuis Toulouse, où j'ai commencé mon voyage, à bord de la péniche de Chris, personnage incontournable de ces voies fluviales historiques, jusqu'à Sète, où j'ai appris à pêcher la cigale avec le grand Jean-Louis. Au-delà de la prouesse d'ingénierie qui fait la fierté des Français, ce qui m'a séduite tout au long de mon voyage, c'est le côté authentique du canal et de ceux qui l'habitent. Alors, si comme moi, vous avez aimé vivre au rythme de l'eau et de la nature, retrouvez ces échappées belles sur le replay de France Télévisions. Je vous attends également sur tous les réseaux sociaux pour continuer ce beau voyage et en préparer d'autres. À bientôt!